Mesdames, Messieurs, bonjour. Heureuse de vous retrouver pour un autre rendez-vous du savoir, loin d'être l'apothéose. La tension diplomatique entre le Mali et la France demeure, il faut le souligner. Le Mali reste déterminé dans sa démarche de présenter des preuves concrètes au Conseil de sécurité de l'ONU, mais également aux yeux du monde, afin de renchérir ou alors d'arguer ces différentes allégations contre la France. La France reste radicale dans ses positions, notamment elle rejette en bloc toutes ces accusations, les qualifiant, je cite, d'infondées, de graves, mais également d'accusations diffamatoires à l'endroit de la France. Et à cet effet, Mali-France, qu'est-ce qui fâche véritablement? Comment expliquer justement cette position radicale de la France concernant cette affaire d'accusation de déstabilisation du Mali? Respect du choix des partenaires, respect des choix stratégiques. Le Mali est-il, je cite, en train de donner une claque à la junte française, comme le martèlent des analystes politiques? Mesdames, Messieurs, un autre sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, il faut le souligner, c'est cette décision prise par les producteurs de l'OPEP+, qui ont décidé de réduire la production quotidienne de pétrole de 2 millions de barils par jour. Une décision, il faut le souligner, contestée par les États-Unis et bien d'autres États africains. Quels enjeux autour de cette mesure? Et à cet effet, cette alliance Russie-Arabie Saoudite est-elle une menace pour l'Occident? Pour en parler, des experts de haute facture. Monsieur Kanga, bonjour. Bonjour aux téléspectateurs d'Afrique Média. C'est un plaisir renouvelé, Monsieur Kanga, de vous savoir présent ce jour sur les antennes de la télévision panafricaine pour débattre justement de ces deux sujets d'actualité, mais surtout ces deux thématiques de géopolitique internationale. Vous êtes analyste politique. Monsieur Gamal Abina, bonjour. Bonjour et merci encore pour l'invitation. Bonjour à tout le plateau et à tous les auditeurs et téléspectateurs. Au plaisir, Monsieur Gamal Abina, vous êtes internationaliste. Merci infiniment d'avoir répondu présent ce jour dans le cadre de ce programme géopolitique international. Et un autre habitué de ce programme, et pas des moindres, Monsieur Luc Michel, bonjour. Bonjour Céleste, bonjour téléspectateurs. Vous savez que j'aime beaucoup votre émission depuis qu'en 2014 j'ai introduit la géopolitique sur Afrique Média. Plaisir renouvelé, Monsieur Luc Michel, de vous savoir présent ce jour. Merci infiniment pour votre disponibilité. Vous êtes géopoliticien. Professeur François Degoué, bonjour. Alors, le temps de permettre à Monsieur François Degoué de nous retrouver, il est économiste, éditorialiste et justement le responsable du magazine Homme d'Afrique. Alors, je vais commencer par vous, Monsieur Luc Michel. Aujourd'hui, on s'intéresse justement à cette affaire de présentation, alors d'accusation du Mali de tentative de déstabilisation par la France et surtout de violation de sa souveraineté et de son espace aérien. Qu'est-ce qui fâche véritablement selon vous, Monsieur Luc Michel? Ben écoutez, il y a actuellement deux groupes d'États en Afrique. Il y a ceux qui ont carrément pris le parti du bloc de l'Est, c'est-à-dire de Moscou, de Téhéran, de Pékin. Parmi ceux-ci, il y a le Mali et il y a une série d'États qui obtiennent une position de neutralité. Le Mali est en pointe dans la rupture non seulement avec la France, mais aussi avec les Allemands de l'OTAN et les Américains. Jusque maintenant, évidemment, les Français présidaient le Conseil de sécurité. Ils ont donc tout fait pour bloquer la plainte du Mali et l'examen dans une réunion spéciale des preuves maliennes de l'implication de la France dans le soutien au terrorisme. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la France qui préside le Conseil de sécurité, c'est le Gabon. Le Gabon aujourd'hui qui est tourné vers le bloc de l'Est et qui a refusé de voter les sanctions contre la Russie lors du précédent Conseil de sécurité il y a quelques semaines. Voilà ce qu'il faut comprendre. La France, évidemment, a tout à faire, puisqu'on va révéler 8 années de compromission des généraux français avec les djihadistes. Tout à fait résumé par le ministre des Affaires étrangères russe, Serge Lavrov, en 2014. Il avait dit, en parlant des Français et des Américains, qu'on ne veut pas soutenir l'accession au pouvoir des djihadistes à Tripoli et prétend les combattre à Bamako. C'est pourtant ce que la France fait depuis 8 ans. L'arrivée des djihadistes au Mali
Leur jonction avec les Touaregs de la Zambate, c'est un scénario à la libyenne qui suit la destruction d'un Jamaïria et qui est accompagné d'un scénario à la libyenne en Centrafrique. En Centrafrique, on a permis à une coalition contenant des islamistes radicaux de s'emparer du pouvoir à Bamako. C'est la Séléka. La Séléka en Sonko, ça veut dire la base. La base en arabe, c'est Al-Qaïda. Vous avez tout compris. Au Mali, les Touaregs de la Zawad étaient employés au service de la Légion islamique de Kadhafi. Ils se sont combattus jusqu'à la chute de Sirte avec courage et honneur. Mais quand Kadhafi est mort, ils sont orphelins. Et à ce moment-là, il y a un scénario diabolique des généraux français et américains. On permet aux Touaregs de traverser 2 pays entiers avec armées bagages, c'est-à-dire des brigades mécanisées, des blindés légers, des missiles anti-chars, des missiles anti-hélicoptères, et de faire leur jonction qui était prévue par les services secrets français et américains avec les terroristes ZACMI. Et les terroristes ZACMI qui jusque-là étaient des petits groupuscules mafieux, ça devient de grandes organisations qui s'emparent des 3/5 du pays et qui déferrent sur Bamako. C'est le début de l'intervention française. C'est 8 années de chaises musicales et un bascule entre les terroristes ZACMI, les Touaregs et l'armée malienne. Le résultat, c'était le démembrement du Mali. C'est contre cela que les colonels pro-russes de Bamako ont pris le pouvoir. Voilà donc les enjeux de cette plainte malienne au Conseil de sécurité qui fait évidemment terroriser les Français. Pour ce premier jet d'intervention. Alors, Monsieur Wilfried Ekanga, on l'a dit, vous êtes analyste politique. Et justement, pourquoi, selon vous, cette position radicale de la France concernant ces accusations à l'endroit de la France, on va le dire ainsi? Vous l'avez à coup sûr écouté ou bien suivi cette réunion du Conseil de sécurité où justement le représentant de la France à l'ONU, Rivière, l'ambassadeur Rivière, a souligné le fait qu'il s'agit d'accusations mensongères, j'y arrive finalement, et diffamatoires, accusations graves et infondées, rejetant en bloc toutes ces accusations de déstabilisation du Mali, de violation de son espace aérien, mais également de violation de sa souveraineté. Pourquoi, selon vous, cette position radicale? Pourquoi la France insiste sur sa position, selon vous, M. Ekanga? Alors, la France insiste sur sa position radicale comme tout accusé qui se défend. Si vous êtes déféré au parquet et qu'on des chefs d'accusation, évidemment, que ces chefs d'accusation-là soient justes ou non, votre premier réflexe sera de plaider non coupable et d'essayer de démontrer que vous êtes innocent dans l'affaire. Je suis d'accord avec M. Luc Michel quand il dit que nous sommes dans une sorte de guerre froide 2.0. C'est comme ça que je peux appeler cela. C'est-à-dire, il y a 2 blocs qui s'affrontent comme après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a donc un bloc conduit par la Russie, Chine et les grands pays du Moyen-Orient. Et il y a un bloc occidental qui est guidé par les États-Unis, la force otanienne notamment, et dont l'un des stratèges géopolitiques est la France, aux côtés de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne et justement des Américains. Par contre, en tant qu'Africain, moi, je soutiens une position, c'est-à-dire la position de la création d'un 3e bloc, le bloc des non-alignés. Parce que je ne conçois pas le panafricanisme comme le fait de prendre parti contre une puissance et pour une autre. Je considère le panafricanisme comme le fait de prendre parti pour l'Afrique de manière générale et maintenant d'examiner au cas par cas qui a raison et qui a tort dans X ou Y situation. Ça signifie que si je m'oppose à l'idéologie de la politique étrangère française dans un cas précis, c'est parce qu'après examen de la politique française dans mon pays ou sur mon continent, je me suis rendu compte que nous, les Africains, nous n'en profitons pas. Et évidemment, pour que l'Afrique émerge, il faudrait que nous soyons capables d'adopter la même position contre aussi nos alliés d'hier, d'où l'importance du non-alignement. Maintenant, sur le cas particulier de la plainte française au Mali, évidemment, je suis à 100% derrière l'idée malienne qui dit que nous accusons la France d'avoir violé l'espace aérien ou de tenter de déstabiliser le Mali. Nous avons les preuves. Si la France est innocente dans l'histoire, évidemment, elle n'a pas à fuir la confrontation. Elle doit s'asseoir sur la table devant les Nations Unies aux côtés du Mali et maintenant aller argument contre argument, fact contre fact et maintenant
convaincre la communauté internationale, comme on l'appelle, qu'elle est innocente. Parce que le Mali n'agit pas sur un coup de tête. Il y a des précédents dans l'histoire, on l'a vu. En 1961, le 17 janvier, il y a eu ce qu'on appelait le débarquement de la baie des Cochons, où les Américains ont pris des soldats cubains qu'ils ont formés au Mali et qu'ils ont envoyés notamment à Cuba pour essayer de renverser le régime de Fidel Castro qui venait de renverser Fulgencio Batista. Et puisque le régime de Castro a réussi à neutraliser les militaires cubains descendus sur son sol, un peu comme le Mali a neutralisé les 49 soldats ivoirien présent sur son sol, évidemment, le coup d'État ou la tentative de déstabilisation n'a pas eu lieu. Donc, si le Mali accuse la France d'une manœuvre pareille, c'est parce que l'histoire nous enseigne que ça a déjà eu lieu par le passé. Ce n'est pas quelque chose d'inédit. Et le Mali dit qu'il a les preuves, d'autant plus que M. Maïga, lorsqu'il y a eu lorsque les tensions sont vraiment montées avec le Mali au début de l'année 2022, M. Maïga a rappelé à Florence Parly, ministre de la Défense française, l'influence négative de la France lors du génocide rwandais. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui nous intéresse en tant qu'Africains, parce que c'est à ce moment-là qu'on commence à parler de faits. Quand on va mentionner l'opération turquoise en France, au Rwanda, qui devait y agir comme un tampon qui allait neutraliser et jouer un arbitre équitable pour diminuer les tensions entre les Hutus et les Tutsis, on a eu l'impression que l'opération turquoise menait un double jeu qui encourageait les Hutus à massacrer les Tutsis. On a eu l'impression qu'il laissait justement une communication tribale, une communication de haine ethnique, notamment à travers la RTLM, qui est justement la radio-télévision libre d'Émile Collines, qui justement a encouragé le massacre. Donc le Mali regarde tout cela et le Mali se dit, nous avons l'impression, quand nous regardons les agissements de la France actuellement au Mali, nous avons l'impression que l'histoire est en train de se répéter. Et dans la stratégie de non-alignement que nous voulons et la stratégie d'avoir la liberté de choisir ses partenaires, nous constatons que la France, malheureusement, a une approche qui ne nous convient pas. Donc, si je peux me permettre et oser faire une suggestion aux autorités maliennes, c'est de poursuivre dans cette lancée-là, parce que l'Afrique n'est pas dans la haine de l'autre. Le Mali, intrinsèquement, ne déteste pas la France ou aime la Russie. Le Mali essaye de voir avec ses différents partenaires quels sont ceux avec qui il a le plus d'intérêt. Et s'il se sent trahi par ses partenaires d'hier, parce que la France, les relations franco-maliennes, c'est depuis la nuit des temps qu'elles existent. Mais le Mali va constater que lorsqu'il y a eu des dirigeants panafricains comme Modibo Keïta qui ont voulu pousser le Mali vers le haut, la France a organisé justement le renversement de Modibo Keïta en 68 avec Moussa Traoré, qui a pris le pouvoir et qui a remis sur pied les intérêts de la France. Rappelons que Modibo Keïta était sorti du Mali du franc CFA en 1962 et plus tard, en 84, sous Moussa Traoré, on va revenir dans le franc CFA. Donc, quand le Mali retrace son histoire et constate que la présence française a plus servi aux intérêts français qu'aux intérêts maliens, évidemment, le Mali commence à changer un peu d'angle de vue et à se dire il peut y avoir des partenaires plus avantageux. Il choisit donc dans sa liberté de se tourner vers la Russie. Et évidemment, comme on est en guerre froide, la France n'est pas contente parce que pour la France, on doit choisir Paris comme partenaire parce que c'est le partenaire historique. Même si le bilan est peu encourageant, on doit continuer de choisir Paris. C'est prendre des Africains pour des enfants, c'est entrer dans une logique paternaliste qui justement ne nous plaît plus en 2022. Et c'est ça qui fait que pour finir dans cette entrée, justement, M. Maïga avait encore appelé à Emmanuel Macron lors de sa visite en Guinée-Bissau au mois d'août 2022 qu'il faut abandonner ces logiques de paternalisme, ces logiques, c'est littéralement une provocation contre le peuple malien, contre le gouvernement malien, parce que ce n'est pas à une puissance extérieure de nous dire qui doit être notre ami, qui doit être notre ennemi, c'est à nous de choisir et chacun doit supporter que nous avons défini qui sont nos partenaires. Donc c'est dans ce cadre-là que dans la foulée, le Mali dépose dans cette plainte. Et voilà, si la France est innocente, je suis le premier qui lui donnerait raison si elle démontre que les accusations maliennes sont infondées. Mais si elle a peur de la confrontation et si elle use de sa puissance au Conseil de sécurité pour empêcher la saisine du Mali et pour empêcher l'instruction du Mali d'avoir lieu, évidemment, ça augmente la suspicion envers elle. Et c'est pour ça, pour ce double jeu, pour cette fourberie, qu'il y a justement cette réticence grandissante envers la politique française sur le sol africain. Merci, Monsieur Wilfried Ekanga, pour cette première intervention. Monsieur Gamal Abida, je vous renvoie cette question. Pourquoi, selon vous, cette insistance de la France
en qualifiant justement les positions, bien les allégations de la République du Mali à travers son ministre Abdoulaye Diop au Conseil de sécurité de l'ONU, en les qualifiant justement d'accusations graves et infondées. Selon vous, pourquoi la France insiste sur sa position alors que le Mali, de l'autre côté, souligne qu'il a des preuves solides et concrètes concernant tout ce qui a été dit au Conseil de sécurité de l'ONU? Il y a plusieurs approches à comprendre. D'abord, il y a une tradition française qui veut que la République française n'est pas discutée, n'est pas discutable. Une tradition française qui veut que même lorsque sa police, par exemple, commet des violences à l'endroit de certains éléments de sa population, eh bien, on ne doit pas discuter l'autorité de l'État. On parle de violence donc légitime et que la légitimation de la violence permet beaucoup de choses sans qu'on la questionne. Et la question qui est intéressante à poser en substance par rapport à l'affaire malienne, d'abord, c'est effectivement 8, maintenant 9 années de présence française au Mali qui ont été peu probantes, avec des moyens considérables. Ils ont obtenu des résultats très, très maigres. Après, l'idée que la France, alors, elle se défend en disant que pendant 8 ans, nous avons perdu 53 soldats, que nous avons bataillé contre les djihadistes et que nous avons empêché l'invasion de Bamako. C'est le discours de l'État français. Mais en vérité, quand on voit ce qui s'est passé en Centrafrique, on peut se demander si effectivement il n'y avait pas une volonté simplement, tout comme en Libye aujourd'hui, d'encourager une guerre civile et une fracturation de la société. On le voit, combien de pays ont subi l'impérialisme occidental. La Somalie a été fracturée en 4 États. Le Soudan, quasiment en 3 entités indépendantes. En 2 aujourd'hui, Nord et Sud, mais ils ont failli aussi retirer la région une région de l'Est du Soudan, au motif que soi-disant, il ne serait pas arabe mais noir. Enfin, ce genre de fantaisie est très, très classique dans le diviser pour mieux régner, théorie anglaise très bien développée et très bien appliquée. Et donc, en l'occurrence, la France ne s'interroge pas, elle ne veut pas interroger son action, parce que d'abord, ce n'est pas la France, mais les France. Il y a eu plusieurs gouvernements successifs qui se sont relayés pour gérer l'affaire malienne de la façon toujours à peu près la même, à savoir une position dominante et paternaliste vis-à-vis d'une population qu'on considère comme inférieure, bien que ce ne soit pas clairement dit. Et surtout parce qu'on se rend bien compte que quand l'impérialisme occidental commence à perdre, à être fébrile, à perdre de sa superbe, de sa dominante, eh bien, elle s'interroge. Et aujourd'hui, elle s'interroge pourquoi? Parce que les Russes sont sortis de leur tanière, qu'ils ont frappé un coup très fort du côté de l'Ukraine, qu'ils ont décidé de frapper aussi en Syrie et dans les frontières sud de la Russie, et qu'aujourd'hui, le monde s'est fracturé en 2 à nouveau. Il y a bien un conflit Est-Ouest qui est de retour, avec la Chine et la Russie d'un côté, et puis d'autres pays qui leur sont alliés ou qui se sont agrégés à eux, et puis de l'autre côté, l'Occident, en minorité pour 20% net, qui voit bien que leur précarité commence à baisser, et surtout que le là qu'ils donnaient, où il fallait toujours être d'accord avec eux, a disparu aujourd'hui. On en parlera avec l'Arabie tout à l'heure, mais des pays les plus vendus ont fini par quand même se poser la question de savoir si c'était intéressant de rester du côté occidental. Et la France, donc, ne veut pas qu'on l'interroge sur ces questions. Pourquoi? Parce que le monde a changé et que la bascule commence à bousculer son précaré, qui est le précaré néocolonialiste, qui est maintenu dans la zone des pays qui sont sous domination du franc CFA, puisque c'est bien ça qui domine la zone, c'est le franc CFA. Et lorsqu'on l'interroge à l'ONU, elle refuse d'être interrogée. Pire encore, elle refuse qu'il y ait une commission d'enquête indépendante. Elle refuse que les enquêteurs viennent sur le terrain. Elle refuse que ces soldats soient mis en accusation. Il y a eu, je rappelle, il y a encore très récemment, un contingent militaire qui est passé d'un pays à l'autre et qui a tué des populations civiles, ce que la France ne fait semblant d'oublier. Donc il y a des exactions commises par des forces armées étrangères qui n'ont rien à faire dans ces pays. Mais surtout, il y a l'idée de se dire que nous sommes venus vous aider parce qu'on est généreux, comme s'ils faisaient gratuitement ce genre d'action, et que finalement, vous nous reprochez de ne pas avoir les résultats qu'on aurait dû avoir. Eh bien, en vérité, les Maliens ont bien fait de se positionner sur le terrain du droit. Il faut qu'ils restent sur le terrain du droit, de poser des questions, d'apporter des preuves, de discuter sur la conséquence de l'action française en Libye, puisque ça a commencé en Libye, c'est bien que Luc Michel l'ait rappelé, et tous ces groupes djihadistes comme Azawad d'ailleurs, qui n'est pas djihadiste, mais qui finalement s'est allié un temps avec ces groupes, ou le GSPC algérien, qui est donc l'émanation des anciens du FIS algérien et du GIA, ou tout un tas d'organisations un petit peu perdues qui venaient de Libye, par exemple, il y a aussi des djihadistes libyens qui sont dans la zone, et bien tous ces groupes se sont agrégés dans la région, dans une région quand même très désertique, hein, et on finit par faire Florès et se déplacer où ils voulaient, quand ils voulaient, en tuant régulièrement des populations civiles. La question qu'on doit poser, c'est pourquoi les Français, avec une immense force militaire dont ils prétendent disposer, ont été incapables en 8 ans de venir à bout de personnes qui sont parfaitement localisables dans le désert, parfaitement identifiables, parfaitement attaquables. Ils n'ont pas d'avion de combat, ils n'ont pas quand même de grands moyens, alors que les Français ont tout ça. Eh bien, les Maliens ont posé la question, il faut bien la poser, parce qu'effectivement, on peut se demander le jeu du double jeu. Et on l'a observé, ce double jeu, sur la question du djihadisme par rapport à la Syrie. Pour faire tomber un régime arabe, qui était donc un régime laïque,
d'émanation panarabiste, donc baasiste, eh bien, on a utilisé les djihadistes là encore. Et on a encouragé le djihadisme à aller détruire la Syrie. On a fait la même chose en Irak, je le rappelle. Une fois que le régime panarabiste de Saddam Hussein est tombé, comme par hasard, vous avez eu toute cette organisation djihadiste qui ont émergé, destinées à détruire le pays jusqu'à créer Al-Qaïda. Et donc, Al-Qaïda, puis par la suite, évidemment, la dernière émanation qui était toutes ces organisations, AQMI et autres, qui sont l'émanation d'Al-Qaïda et puis aussi de l'État islamique, ISIS. Et donc, c'est vrai que les Français sont interrogés parce qu'ils jouent un double jeu. Ils jouent là, actuellement, ils se positionnent comme des gens honnêtes, au-dessus de tout soupçon, mais c'est pas vrai. Ils ont joué des cartes de différents groupes de pression, ils ont laissé des coups de pression, ils ont laissé les groupes organisés pouvoir continuer à légitimer leur présence au Mali. Et évidemment, ils se positionnent comme des défenseurs de la République malienne, mais en vérité, c'est pas tellement le problème. Le problème, c'est qu'ils veulent avoir de façon permanente des forces prépositionnées dans la région parce qu'ils sont en concurrence aussi avec une autre grande puissance impérialiste que sont les États-Unis qui veulent aussi placer des bases dans la région. Donc c'est un jeu de dupes, de grandes puissances qui ont besoin, pour légitimer leur présence, qu'il y ait une instabilité chronique et qu'il y ait des groupes qui ne soient pas tellement organisés, mais tout de même qui réussissent à faire des dégâts pour justifier une présence éternelle des forces étrangères. Donc la question posée par le dirigeant malien, Maïga ou Assimi Goïta, c'est simplement de dire nous avons des preuves qu'effectivement les Français ont sans doute peut-être facilité les djihadistes à pouvoir rester sur place, se développer ou éventuellement avoir l'information pour éviter d'être contre-attaqués par les FAMA. Ou de l'autre côté, ils ont peut-être des preuves simplement d'un financement possible. Tout est possible, je veux dire, à partir du moment où vous jouez la carte de la stabilisation d'un pays, vous jouez la carte effectivement de la possibilité de pouvoir toujours faire un levier de pression à droite, puis à gauche, puis à droite, puis à gauche. J'en veux pour exemple très concret, ça va vous parler immédiatement. La guerre Iran-Irak qui a duré quasiment 8 ans, 7 ans et demi de guerre, enfin 8 ans et demi plutôt de guerre, ces guerres Iran-Irak étaient, pour qu'elles soient éternelles, qu'elles durent et qu'elles rapportent de l'argent à ceux qui vendent des armes, étaient systématiquement alimentées à droite comme à gauche. Dès qu'un pays commençait à être en difficulté, on lui donnait des armes et on renforçait ce pays pour qu'il puisse attaquer l'autre pays en difficulté qui recevait des armes. On se rappelle de l'Iran de Gatébial, c'est pareil au Mali. Lorsque les djihadistes sont en difficulté, on leur met moins de pression, on les laisse s'organiser. Et quand l'État commence à être en difficulté, on prétend les aider en positionnant plus de forces françaises. Et des forces d'ailleurs étrangères, parce que les Allemands étaient présents aussi, il faut le rappeler. Donc aujourd'hui, la question posée, c'est pourquoi les Français, s'ils n'ont rien à se reprocher, on peut partir du principe qu'ils sont honnêtes. S'ils n'ont rien à se reprocher, pourquoi n'acceptent-ils donc pas une commission d'enquête légitime, indépendante, bien sûr, pas une commission française, qui vérifierait les allégations des autorités maliennes? Pourquoi ne le font-ils pas? Simplement parce que dans la position française, qui joue la carte de la démocratie, ils veulent dire, nous les grands démocrates, nous n'avons pas de leçon à recevoir d'une junte militaire. Le problème, c'est que cette junte militaire, comme il l'appelle, apporte des preuves, semble-t-il, qui vont les déranger dans leur démarche de grand démocrate. Parce que quand on alimente des groupes djihadistes, si c'est le cas, et si c'est avéré, le grand démocrate devient lui-même une junte militaire de fait. Et c'est vrai qu'il faut penser dans ces termes-là et se demander pourquoi est-ce que les Français ont si peur de cela. La réponse est très simple. Tout comme quand la police française commet des infractions, l'État n'est pas discuté et ne doit pas être discuté dans ce qu'il est, dans son intégrité. L'État français, l'État impérialiste français n'est jamais questionné. J'en veux pour preuve, lorsqu'ils vont massacrer 7 ans et demi en Algérie, parce que je reviens sur l'Algérie, c'est une question que je connais très bien, on en parle beaucoup actuellement, eh bien, ils refusent qu'il y ait des poursuites aux accords d'Évian. Ils demandent aux autorités algériennes qu'il n'y ait pas de poursuite à la suite des crimes commis par la France en Algérie, parce que l'État français doit toujours sortir blanchi de tous les crimes qu'ils ont pu commettre. Dans les faits, cette méthode est récurrente, régulière, et elle refuse d'être toujours mise à l'index. Donc aujourd'hui, pourquoi les Français le refusent? Parce qu'effectivement, il est probable qu'il y ait eu, de la part de la France, quelques légèretés, si ce n'est des accointances, voire des soutiens à des groupes djihadistes pour légitimer leur présence dans le Mali. C'est ça la question qui se pose, c'est la question que je pense on devra poser pour la suite des événements. Merci, M. Gamalabina, pour cette intervention. Alors, M. Luc Michel, respect des choix stratégiques, mais également les choix de partenaires opérés par le Mali. Le Mali est-il en train de donner, je cite, une claque à la junte française, comme le martèlent des analystes politiques? Il est en train de donner une claque, mais j'ai entendu louer les non-alignés. Les non-alignés, c'est une position capitulaire qui conduira à la défaite du panafricanisme. On se rappellera qu'en 1980, il y avait déjà un mouvement des non-alignés conduit par Tito en Yougoslavie. Mais ce sont les Soviétiques qui ont libéré les États africains. Lorsque l'Union soviétique a disparu en 1991, il n'a pas fallu 10 ans pour que le chef de file des non-alignés en Yougoslavie
soit démembrée. Aujourd'hui, Belgrade, c'est la capitale d'un tout petit État, la Serbie, qui est un État enclavé. Oh, il ne faut pas dire qu'il y a des partenaires russes, des partenaires français, des partenaires américains. Les Français et les Américains ne sont pas des partenaires. Ce sont des occupants impérialistes qui ont volé et occupé l'Afrique depuis 60 ans. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout cela? Il y a un bloc américain occidental. C'est le bloc de l'impérialisme, du colonialisme et de l'exploitation. Et il y a un bloc de l'Est qui comprend Moscou, Pékin, Téhéran, auxquels s'allient aujourd'hui les Saoudiens, les Indiens, les Pakistanais. La place de l'Afrique, elle est dans ce bloc, évidemment. En 2015, il y a eu un rapport du Sénat français qui étudiait quel allait être l'adversaire des Occidentaux en Afrique au cours des 20 prochaines années. Il déterminait avec raison que c'était l'alliance de la Russie et du néo-panafricanisme. Aujourd'hui, l'alliance avec les Russes et les Iraniens, ce n'est pas une alternative ou un choix. Le choix des non-alliés, il conduira à la défaite et à l'exploitation. Donc, évidemment, c'est une position irresponsable, totalement irresponsable, qui d'ailleurs est favorisée par certains des partenaires de l'OTAN, notamment les Allemands. On ne peut pas marcher là-dedans. La position du Mali, elle est juste. Elle est alignée sur la Russie, l'Algérie et l'Iran, et elle est celle de l'expulsion des Français. Il faut expulser les Français, les Américains, les pays de l'OTAN d'Afrique, fermer les bases militaires. Cela ne se fera qu'avec la Russie. Si aujourd'hui les Russes n'étaient pas intervenus en Centrafrique, Touadéra serait en exil et Bozizé siégerait au palais de la Renaissance. C'est la même chose au Mali et c'est la même chose aujourd'hui au Burkina Faso. Donc, alliance avec l'Est, comme seule alliance possible. Merci, Monsieur Luc Michel. Monsieur Wilfried Ekanga, je reviens vers vous avec cette même question adressée à Monsieur Luc Michel. Respect du choix des partenaires, j'y arrive, mais également des choix stratégiques du Mali. Selon vous, ou alors partagez-vous cet avis de certains analystes politiques qui pensent que le Mali a donné une claque à la junte française? Oui, le Mali a donné une claque à la junte française parce que, évidemment, ce sont des choses qu'on ne voit plus de nos jours. Lorsque M. Thomas Sankara parlait avec François Mitterrand et il disait que nous devons sortir du néocolonialisme et de tous les comportements qui développent en nous des réflexes d'assister, François Mitterrand considérait que Thomas Sankara était dur en affaires. Quand je parle de non-alignement, je parle de sang. Il y a un camp, et c'est le camp de l'Afrique. Les Africains doivent choisir le camp de l'Afrique. Non aligné ne signifie pas détester ou se désolidariser de la Russie. Non aligné signifie quels sont les partenaires avec lesquels j'ai mes intérêts. On ne ferme pas les yeux et on choisit aveuglément un bloc, on réfléchit. Et les Africains, parce que nous ne sommes pas des enfants, évidemment, nous devons retrouver le droit et notre capacité à réfléchir et à déterminer selon les contextes qu'est-ce qui nous apporte des avantages. Si dans une situation X, comme le combat contre le terrorisme, on se rend compte qu'une force présente sur notre sol, comme la force française n'a pas porté les résultats, la force Takuba, on se dit voilà, les mêmes choses produisant les mêmes effets, je ne vais pas naïvement continuer à coopérer militairement avec la France. Il faut qu'il y ait un autre son de cloche. Je vais voir si avec d'autres partenaires, ça porte des résultats. Et évidemment, si avec d'autres partenaires, ça porte des résultats, on commence les échanges avec ces partenaires-là et on se conforme à cette nouvelle réalité parce que ce partenaire qui a apporté des résultats sur notre sol nous donne se donne de la crédibilité parce que ce que l'Afrique veut, ce que l'Afrique demande, c'est que les puissances avec lesquelles elle échange, il ne s'agit pas, personne ne vient protéger l'Afrique. Les gens viennent échanger avec l'Afrique, c'est-à-dire nous devons être capables de donner, d'apporter quelque chose à nos partenaires extérieurs parce qu'eux aussi, ils vont nous apporter quelque chose. Évidemment, le partenariat avec la Russie est basé sur un échange. La Russie coopère avec le Mali, la Russie coopère avec l'Afrique et essaye de voir en quoi la Russie peut profiter de la coopération
avec le Mali, avec l'Afrique, ce qui est une excellente chose. Le Mali, en retour, aussi examine les couloirs qui peuvent lui permettre de coopérer avec la Russie et en quoi il peut gagner. Si, militairement, ça lui permet de repousser effectivement les djihadistes, évidemment, j'applaudis le fait que la Russie, dans son choix, pardon, le Mali, dans son choix libre, dans son choix autonome, justement, préfère la Russie à autre chose. Nous connaissons les exactions des entreprises occidentales en Afrique. Nous connaissons les exactions des armées et des entreprises occidentales au Moyen-Orient et ailleurs. Puisqu'on parle de la France, nous savons que le groupe français Lafarge a continué à financer en Syrie en 2013 et en 2014 les djihadistes pour justement qu'ils leur permettent de continuer à commercialiser leur ciment, puisque c'est l'un des géants mondiaux de la cimenterie Lafarge qui a fusionné avec le russe Holcim il y a quelque temps. Évidemment, quand on examine un cas comme celui-là, la crédibilité de la France est sérieusement atteinte par rapport à un autre partenaire. C'est ça qui va donc pousser un homme comme Assimi Goïta à considérer que le double jeu joué par la France en Syrie peut se répéter au Mali, et c'est précisément pourquoi depuis 9 ans de présence des militaires français dans la région, il n'y a pas de résultats significatifs. On voit les moyens militaires déployés pour soutenir l'Ukraine, qui affronte une armée russe hautement équipée, et on nous dit tout le temps que l'armée russe, elle est faible. Paradoxalement, les petits djihadistes du Mali, qui doivent être 1000 fois plus faibles que l'armée russe, puisqu'ils n'ont ni chars d'assaut, ni missiles Satan 2, etc., on se rend quand même compte que les soldats français, les soldats étrangers, les soldats occidentaux ont beaucoup plus de mal sur le terrain contre ces petits djihadistes-là que contre la grande armée russe qu'on catalogue de faible tous les jours. C'est cette position-là donc que je soutiens quand je dis, lorsque nous examinons dans notre liberté, dans notre souveraineté africaine, que le partenariat avec un agent X nous est défavorable par rapport au partenariat avec un agent Y, évidemment, on s'allie sur l'agent Y parce que c'est ce que font tout le monde. Nous allons certainement parler tout à l'heure dans le volet pétrolier des États-Unis qui ont dit non à l'Arabie saoudite, mais qui, à un moment donné, pour leurs intérêts, reviennent demander du pétrole aux Saoudiens. Maintenant, de manière générale, je suis, puisqu'on est dans ce cas-ci, dans le cas militaire, je suis pour un partenariat autre que le partenariat avec la France, parce que moi aussi, je considère que le partenariat avec la France sur ce plan-là n'a pas porté de résultats. Je suis pour que le Mali sorte aussi du front des colonies françaises d'Afrique, parce que lui aussi, il nous prive entre autres de la moitié de nos devises qui peuvent nous permettre de financer un matériel militaire plus performant pour mieux contrer les djihadistes. Si en examinant ces éléments-là, que je considère que oui, il nous faut un autre son de cloche. Maintenant, pour finir, la réaction du Mali à l'ONU, cela a déjà été dit une fois également, la réaction de la France à l'ONU n'encourage pas en sa faveur parce que ça nous permet, nous, Africains, dans la même logique de liberté, de considérer que la France a des choses à cacher. Parce que la meilleure façon de prendre à défaut ton adversaire, c'est de lui prouver que ses accusations sont sans fondement. Mais se contenter de refuser la confrontation en disant c'est faux d'office, alors qu'il n'y a pas eu d'enquête réelle, alors qu'il n'y a pas eu de présentation, de confrontation, de preuves, évidemment, ça crée la suspicion. Monsieur Nicolas de Rivière, qui est l'ambassadeur français à l'ONU, a justement mis en exergue la cinquantaine de militaires français tués en 9 ans. Et là, on peut se poser la question, pourquoi donc si les Français qui sont très gentils et viennent nous aider ont perdu et qui ont perdu 59 à 60 militaires en 9 ans, ont refusé de quitter. Il a fallu que le Mali fasse pression pour que la force française présente sur son sol s'en aille. Comment des gens qui perdent des soldats et qui ont dit OK, partez, vous nous avez assez aidés, comment se fait-il qu'ils ne veulent pas s'en aller? Et la raison, c'est celle qui a été évoquée dans l'intervention que nous avons écoutée tout à l'heure, c'est que dans cette guerre d'influence, évidemment, le bloc français a besoin de trouver une légitimation de sa présence sur le sol africain pour contrer l'influence étrangère, parce que ce sont, comme on dit, les éléphants qui s'affrontent entre eux, et nous, les Africains, nous sommes les herbes, dont la position du non-alignement que je préconise n'est pas celle de Tito, n'est pas celle de la Yougoslavie, elle est celle de cesser d'être les herbes, le terrain sur lequel des puissances s'affrontent, mais être une puissance autonome, sui generis, une puissance qui se définit, qui existe par elle-même. C'est 54 pays, l'Afrique, c'est les 2 tiers des réserves de matières premières mondiales, c'est 1,5 milliard de personnes. Nous pouvons, même en tant que continent, réclamer une autorité permanente de sécurité de l'ONU avec un droit de veto. Je veux une Afrique actrice de son développement et non une Afrique assistée. C'est ça mon alignement que je préconise.
Merci, Monsieur Ekanga, pour votre intervention. Alors, nous allons accueillir Général Issa Diawara. Bonjour. Oui, bonjour à vous, Madame Céleste Capen. Bonjour à tous vos invités, bonjour à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Effectivement, j'ai suivi en tout cas les débats, un peu les discussions. Je vais juste préciser à mon frère, j'ai apprécié sa brève intervention, qu'il n'y a pas de djihadistes au Mali. Dire djihadiste, c'est faire peut-être la communication de la France sans le savoir. Parce que les djihadistes, quand nous observons c'est quoi les critères, en tout cas de ce qu'on appelle les djihad. Et les djihad, quand vous allez, ce sont des gens qui disent vouloir faire la guerre sainte, imposer l'islam par la force. D'abord, le Mali, c'est un pays à plus de 90% musulmans. Donc, le Mali, ce n'est pas une terre propice pour prétendre faire le djihad. Donc là, d'abord, ça ne passe pas. Deuxième des choses, il n'y a pas de djihadistes au Mali parce que les djihad n'a dit nulle part qu'il faut faire sauter des bus qui transportent des civils ou qu'il faut s'apprendre à des gens, en tout cas, à des musulmans comme eux, il faut les égorger. Ça n'existe nulle part au monde. Donc nous avons affaire à des terroristes qui se cachent derrière, bien sûr, ce qu'ils appellent les djihad, derrière ce qu'ils appellent l'islam. Nous avons des vidéos de ces gens où vous les voyez, bien sûr, ils sont en train de danser. Et la musique, vraiment, vous savez qu'un djihadiste, celui qui prétend être un réel djihadiste, n'a rien à voir avec la musique. Mais ce sont des gens qui dansent à la musique comme vous et nous, comme des personnes ordinaires. Ce sont des gens qui font tout ce que l'homme ordinaire est censé faire. Donc, ils n'ont rien de djihadistes. En fait, ce sont des mercenaires, super entraînés. Et d'ailleurs, c'est ce qui est en train de mettre aujourd'hui la France en difficulté. Parce que les prétendus djihadistes sont aujourd'hui en manque d'arguments face à l'opinion malienne, qui a commencé à comprendre beaucoup de choses. Même des gens qui se faisaient enrôler. Même des gens qui se faisaient enrôler commencent à comprendre qu'en réalité, c'est de la poudre aussi, que c'est du faux. Qu'on ne peut pas vouloir être djihadiste et être armé, soutenu par la France, qu'on considère en tout cas, excusez-moi du terme, et qu'on considère en tout cas comme une puissance des mécréants. Donc cela, c'est incohérent. Comment aider la France à massacrer des musulmans au nom d'un prétendu djihad? Donc ça n'a pas de sens. Je vois mon frère Gamal, lui, il pourra peut-être vous apporter encore d'autres éclaircissements, d'autres clarifications. C'est vraiment de l'innocence. Je vais vous dire, hier, je vais vous rapporter des faits du terrain, madame. Hier, il y a eu une marche. Et j'espère que dans les émissions à venir, on va jouer ça, je vais vous traduire ça mot à mot. Il y a une ville importante du Mali où les habitants sont sortis marcher. Et vous avez les fameux djihadistes là, il y a 3 tribus, en tout cas 4 tribus au Mali, qui sont beaucoup plus islamisées. C'est-à-dire quoi? Les Peuls, les Soninké, les Soraï et bien sûr un peu les Touaregs là. Et les prétendus djihadistes ont mis en avant les Peuls, les Soninké pour dire que voilà, ce sont ceux qui se battent pour l'islam. Hier, lors de la manifestation, on a eu des Peuls qui marchaient à côté de ce qu'on fait pour comme être des non-musulmans, qui ont marché ensemble, côte à côte, pour dire que nous, on n'a aucun problème ici. C'est la France qui nous envoie des mercenaires qui font croire, qui prennent l'identité d'une communauté et ensuite s'attaquent à l'autre communauté. Parce que dans la Légion étrangère de la France, vous avez un peu toutes les communautés de l'Afrique. C'est-à-dire des gens qui parlent à peu près toutes les langues, tous les dialectes de l'Afrique. Donc voici ce qui se passe. Donc dorénavant, les communautés commencent à marcher côte à côte, que nous avons vécu ensemble, ça fait des milliers d'années. Et que tout brusquement, on n'a pas compris qu'il y a des villages peut-être Peuls incendiés où on dit que ce sont des chasseurs Bambara ou des chasseurs Dogon. Et de la même façon, il y a des villages Dogon incendiés où on dit que ce sont des Peuls. Personne n'a pris le temps de vérifier et puis les gens étaient commencé à se jeter les uns contre les autres, les uns sur les autres. Maintenant, les gens commencent à voir cette histoire. On commence à comprendre que ce n'est pas nous des Maliens qui nous combattons, mais en réalité, c'était des mercenaires que la France a recrutés sous d'autres cieux. Maintenant, madame, je vais terminer mon intervention. Ce n'est pas la France qui doit parler du bien fondé de la plainte du Mali. Parce que c'est la France qui a accusé. C'est que j'ai été surpris. La France dit que oui, les déclarations du Mali sont mensongères. Non, mais c'est la France qui a accusé. C'est la France qui est à la barre. Qu'est-ce qu'on dispose pour dire que les déclarations du Mali sont infondées? Tout seulement la France est épinglée. La France est en train d'user de toute son influence pour que cette réunion n'ait pas lieu. Sinon, si les accusations du Mali sont mensongères, c'est le Mali qui doit se faire ridiculiser à ce moment au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Et je pense que la France a toutes les chances aujourd'hui
de voir le Mali se faire ridiculiser. Dans ce cas, et depuis quand la France aime le Mali, à tel point d'empêcher le Mali d'aller se faire ridiculiser au Conseil de sécurité de l'ONU? Ça n'a pas de sens. La France, Macron a montré à plus B, il n'est pas Assimi Goïta, il n'aime pas son régime. S'il a une occasion qui puisse permettre à Assimi Goïta de se faire humilier au Conseil de sécurité de l'ONU, pourquoi Macron ne va pas sauter dessus? Et il dit que le Mali est en train de mentir sans permettre au Mali d'aller se faire ridiculiser. Nous demandons à la France de prendre ce dossier à main et de nous permettre tout simplement d'aller nous faire ridiculiser au Conseil de sécurité de l'ONU. Je vous remercie. Merci, monsieur Général Issa Diawara. Nous restons avec vous, justement. On revient justement sur cette information, vous faites bien de le souligner, cette réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, mardi 18 octobre dernier, vous avez suivi de bout en bout cette réunion du Conseil de sécurité, l'intervention du ministre des Affaires étrangères, mais également de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, qui est revenu justement sur ces allégations, sur ces accusations, et a demandé à la France de donner son OK pour la présentation aux yeux du monde des preuves concrètes concernant, qui accablent la France et qui pourront arguer les allégations de la République du Mali. Alors, selon vous, que redoute Paris? Alors, je sais que je vous disais tout à l'heure, moi j'aime expliquer les choses en français facile, très facile, pas un registre soutenu. Le Mali, la France dit quoi? La France dit que les déclarations du Mali sont fausses. C'est ce que la France avance. Et qu'à cause de cela, il ne faut pas aller à une réunion. Mais si les déclarations du Mali sont fausses, c'est aux autres membres du Conseil de sécurité de trancher. La France ne peut pas être accusée juge à la fois. Donc, le Mali demande tout simplement à aller nous prouver et que la France facilite que le Mali aille se faire ridiculiser aux yeux du monde qu'en réalité, toutes les déclarations du Mali sont fausses. La France, quand la France empêche cette réunion, ça montre tout simplement que toutes les déclarations du Mali sont vraies. Madame, ce qui est très important dans cette histoire, c'est que les services secrets français, jusqu'à présent, ont échoué à connaître, à prendre conscience du dossier du Mali. C'est-à-dire quoi? Les autres preuves que le Mali a sous les mains. Parce que jusque-là, le Mali a avancé les preuves de la violation de son espace aérien et autres, mais les preuves tangibles, les preuves concrètes que le Mali dispose du soutien de la France au terrorisme, notamment soutien en renseignement, en armement, toutes ces preuves-là, le Mali les tient d'une façon la plus secrète que possible. C'est là que la France a du mal. Tous les renseignements français et américains sont mis au travail pour essayer de trouver, en tout cas ce que le Mali cache sous la main, pour préparer la mémoire en défense de la partie française. C'est ce qui n'a pas lieu. Et je vous dis, tant que les renseignements français ne vont pas réussir à connaître les preuves du Mali, cette réunion n'aura pas lieu parce que la France a effectivement peur d'aller se faire ridiculiser, aller se faire humilier, et parce que les conséquences d'une culpabilité de la France, madame, c'est le départ total des bases militaires françaises de l'Afrique, et c'est la fin de l'instrumentalisation de cette question du terrorisme pour bien sûr et justifier une présence quelconque dans les autres pays du monde entier. C'est de cela qu'il est question, et ça ne se limite pas à cela. Cela peut engager une procédure contre des États qui ont tout à sponsoriser le terrorisme et qui parlent de procédures judiciaires, bien sûr, cela va occasionner des dédommagements. Donc, il y a eu beaucoup de morts. Si le terrorisme, en réalité, c'est la France qui est derrière, mais que deviendront tous ces morts? Que deviendra toute cette destruction du Mali? Des villages entiers brûlés. Comment expliquer tout cela? Comment la France sera à mesure de dédommager tout cela? Et si les bases militaires françaises quittent l'Afrique, comment la France va exploiter le deuxième plus grand gisement d'uranium au monde, c'est-à-dire arrivant du côté du Niger? Comment maintenir la France dans ce qu'on appelle le G7 et le G20? Ce sont les conséquences de cette plainte en réalité qui font peur à la France. S'il n'y avait rien après cette plainte, je vous rassure qu'on aurait déjà eu cette réunion. Mais c'est ce qui adviendra après la culpabilité de la France qui fait beaucoup plus peur à la partie française. Parce que cela va suivre tout un tas de processus de procès Macron. Il y aura un mandat d'arrêt international contre lui. Il y aura beaucoup de mandats internationaux qui seront lancés contre des officiels français. Donc, ce qui va suivre la culpabilité
de la France, madame, c'est ce qui fait mal, c'est ce qui fait peur à la France. Donc le Mali n'est pas pressé, on ne va rien étaler sur les médias. C'est au Conseil de sécurité que cette réunion doit avoir lieu. À défaut de cela, l'Afrique doit prendre son sort en main. Comment contourner dorénavant le Conseil de sécurité? Comment mettre en place un Conseil de sécurité propre aux Africains? Ou en tout cas, comment faire une entrée en force? Comment récupérer de tels outils? Moi, je pense, voici la réflexion de l'Union africaine. Si Macky Sall doit avoir une mission avec M. Embalo Sissoko, au lieu de les commander les bleus pour les Ukrainiens et pour les Européens, bien sûr, c'est cette question de la vraie indépendance de l'Afrique, des questions sécuritaires de l'Afrique. C'est cette question que l'Union africaine doit porter aux yeux du monde. Jusqu'à présent, l'Union africaine n'a pas dit mot. La CEDEAO dit ne pas être informée. Pourtant, Macky Sall se propose médiateur pour que la France ne soit pas humiliée. Je vous remercie. Merci, Général Issa Diawara, pour votre intervention. Alors, Monsieur Alabina, la France, selon vous, craint le Mali? Non, elle craint les accusations du Mali, pas le Mali. C'est des accusations qui peuvent porter atteinte à son honneur. Évidemment, quand on accuse de ce genre de choses, c'est quand même pas très glorieux. Alors, pour répondre à notre frère Diawara, oui, j'utilise le terme consacré par l'Occident, à savoir le djihadisme. Mais effectivement, il a raison sur un point. Si on fait un peu d'étymologie, en arabe, djihad, ça signifie faire des efforts. Ça ne veut pas dire tuer ses frères. Et les courants qui ont l'émanation de ça, ces courants politiques, qui font avant tout de la politique et pas du religieux, et qui utilisent le religieux pour justifier leurs actions violentes, sont des courants qu'on appelle en Égypte takfiri, donc qui ont considéré que des musulmans peuvent sortir de l'islam et qu'on peut les tuer, et des courants qui s'appellent wahhabistes, donc qui sont inspirés par Mohamed El Wahhab, qui aussi considèrent que les autres musulmans qui ne pratiquent pas comme ils le pensent sont des mécréants. Donc c'est vrai que ça ouvre la porte à beaucoup d'interprétations et beaucoup de crimes. Après, il n'y a pas seulement effectivement des courants djihadistes, on appelle ça djihadiste, c'est un terme générique. En vérité, moi j'appelle ça simplement du terrorisme sous couvert d'islam qui est destiné à garantir un État de type musulman, comme ils appellent, donc un État qui serait, comme on dit en arabe, Daoula Islamia, un État islamique. Sauf que la problématique qui se pose, c'est que la plupart des gens qui sont instrumentalisés ont poursuivi un rêve qui est une chimère. Ils veulent le retour d'un califat, mais un califat très orienté. Attaquent leurs propres frères, alors que finalement, s'ils voulaient vraiment libérer leur territoire, ils libéraient d'abord la pensée étrangère. Et ne s'intéressent pas réellement au bien-être des populations. C'est-à-dire, quand on va tuer des civils, ça, c'est pas noble, c'est une bassesse. Alors les Français, évidemment, sont inquiétés par rapport à ça, parce que s'ils ont des liaisons directes ou indirectes, ou s'ils ont laissé faire tout simplement, s'il y a des preuves qu'ils sont impliqués par rapport à l'organisation ou le laisser faire de ces organisations terroristes, à ce moment-là, la France deviendrait complice du terrorisme. Et depuis toujours, les Occidentaux prétendent combattre le terrorisme. Alors c'est vrai que depuis l'affaire libyenne où on a détruit la Jamelia, depuis l'affaire syrienne où on a détruit quasiment un État qui était structuré, organisé et tolérant d'ailleurs, il faut le rappeler, depuis l'affaire irakienne où on a détruit un État sécularisé qui était extrêmement solide et qui avait réussi économiquement, comme en Libye d'ailleurs, et bien depuis qu'on détruit ces États, qu'est-ce qui reste? Il reste, comme on dit, des natureurs du vide, il reste des groupes qui vont s'organiser dans d'autres idéologies, beaucoup moins structurées, beaucoup moins positives et beaucoup plus violentes. Et donc, les Français ont participé malheureusement sur tous ces théâtres d'opération, que ce soit la guerre en Irak, ils étaient là à la première guerre en Irak en 91, que ce soit la Syrie, ils sont intervenus, on laissé faire, que ce soit la Libye évidemment, où ils sont directement intervenus, ou que ce soit le Mali où ils envoient des forces qui sont destinées à en finir avec le djihadisme et qui finalement, bon, ces groupes terroristes, pour pas dire djihadistes, ça peut choquer, mais ces groupes terroristes, c'est que finalement, on se rend compte qu'il y a un mode vivendi. Si effectivement c'est le cas, à ce moment-là, il y a problème. Et pourquoi est-ce que les Maliens disent ça? Parce que les Maliens ont agi avec, donc les femmes agissent maintenant avec le soutien des coopérants russes, obtiennent du matériel de haute qualité, donc ils sont plus considérés comme des enfants parce que les problématiques d'infantilisation est bien présente, et ils ont réussi à frapper très fort dans les zones dans lesquelles il y avait ces fameux groupes organisés terroristes. Et donc à partir de là, on a un État malien qui reprend sa légitimité, qui reprend la force sur le territoire et qui reprend donc le contrôle de son territoire, la sécurisation de son territoire, et qui se rend compte qu'ils avancent beaucoup plus vite que les Français en 8 ans. Et c'est vrai qu'en moins de 6 mois, on a obtenu plus de résultats qu'en 8 ans de présence française. Et donc cet État malien, aujourd'hui, est vraiment sur un fauteuil, parce qu'il se dit, nous avons obtenu des résultats parce qu'on nous a fait confiance, parce qu'il fallait d'abord les équiper militairement, c'est le cas, parce qu'il fallait qu'ils soient bien formés, ce qui n'a jamais été fait par les Occidentaux, et surtout parce que les résultats sur le terrain, c'est qu'ils tapent très fort. La réponse des Européens, c'est de dire les Maliens tuent des populations civiles parce qu'ils libèrent leur territoire. Donc là, on est vraiment sur une aversion accusatoire assez extraordinaire.
Et les Français insistent là-dessus pour dire il y a une organisation qui est faite contre la France, les Russes poussent les populations civiles à être contre la France a fait un travail formidable parce qu'on a perdu 53 soldats. Bref, donc c'est une façon de faire croire que d'un côté il y a le camp du bien, et c'est encore une caricature, c'est très manichéen, et puis de l'autre côté le camp du mal. Et il se trouve que les nationalistes maliens qui ont pris le pouvoir, qui veulent libérer le pays, d'ailleurs on voit les images de drapeaux russes, ce qui en dit long, ont parié sur un partenaire russe qui leur donne les moyens que les Français leur refusaient, tout simplement. Ils ont parié sur cela et les Français se retrouvent coincés parce que si effectivement les preuves produites à l'ONU sont crédibles, là, ils ne veulent même pas entendre parler de preuves, c'est quand même assez extraordinaire. On peut discuter. C'est vrai que M. Diawara, frère Diawara a raison de dire que si les Maliens ont des preuves qui ne tiennent pas la route et elles sont ridicules, ces preuves, à ce moment-là, qu'ils les laissent se tourner en ridicule. Mais si par contre on refuse qu'elles soient même examinées, c'est qu'effectivement, il y a peut-être des preuves un peu plus tangibles, un peu plus sérieuses. Donc la question qui se pose, c'est pas que la France a peur du Mali, c'est pas la problématique, on n'est pas là. La France a peur d'être mise en accusation avec des preuves réelles, tangibles et sérieuses par un petit pays comme le Mali qui finalement va se montrer, va parler d'État à État comme un grand pays. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'en termes de droit, il n'y a pas de petit et de grand. Il y a le droit, la justice et les preuves. Et si les Maliens produisent ces preuves, qu'ils les apportent à l'ONU, que c'est examiné et qu'on se rend compte que la France a bien des liaisons pas très saines avec ces organisations terroristes, à ce moment-là, ça va être très compliqué à défendre et ça risque de les mettre à mal par rapport non seulement au Mali, c'est déjà réglé, ils sont plus au Mali, mais par rapport à tout le reste de l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qui justifiera la présence française si finalement elle est en main avec les terroristes? Qu'est-ce qui va justifier que les Français soient encore sur place pour prétendre aider des populations pour lesquelles malheureusement il y a eu beaucoup de drames? Rappelons quand même des villages entiers ont été exterminés malheureusement. Eh bien ces questions-là sont posées et les Maliens les apportent en faisant vraiment très mal. Et là j'en veux pour preuve. Quand on a un rapport de force défavorable, quand on a une très grande puissance militaire face à une petite puissance malienne, évidemment, le rapport militaire est compliqué. Par contre, tout comme par rapport à la guerre d'Algérie où les Algériens ont porté la question à l'ONU, c'est très bien ce que les Maliens font parce qu'ils portent la question à l'ONU, eh bien, l'Algérie a obtenu gain de cause parce qu'elle a politisé le débat. Et les Maliens, très habilement, très intelligemment, ne sont pas tombés dans le piège des guerres faciles. Ils ont politisé le débat. Ils apportent la question à l'ONU pour mettre le monde à témoin des réalités de ce que la France a pu faire là-bas. J'accuse personne, mais je pense que réellement, la justification de la présence militaire française là-bas, si elle voulait faire son travail, eh bien, elle serait restée 6 mois à 1 an maximum. Si elle n'a pas fait son travail, ce qui semble être le cas, eh bien, ça explique sa présence de 8 années avec des résultats extrêmement peu probants. Donc c'est vrai que la France est inquiète parce que le Mali qui va sur le théâtre, qui va sur le terrain du droit, et je les en félicite encore une fois, les met en grande difficulté. Les Occidentaux n'aiment pas s'énerver, ils savent lancer des bombes, mais ils n'aiment pas se crier dessus. Par contre, quand ils voient en face d'eux des hommes aussi intelligents qu'eux, qui sont capables de leur apporter le même type d'arguments sur le même terrain des idées, à ce moment-là, c'est la panique à bord. Ils préfèrent avoir des sauvages qui leur font la guerre plutôt que des gens intelligents comme les Maliens qui apportent la question à l'ONU et qui vont questionner les responsabilités supposées ou réelles de la France. Afrique Média, le monde, c'est nous.